Un plan pour réduire notre consommation d'énergie, c'est ce qu'affichait le ministère de la Transition écologique voici quelques mois, dans un contexte marqué bien sûr par l'accélération du changement climatique et le conflit ukrainien. La transition énergétique de la France est plus que jamais la priorité, peut-on lire sur le site du gouvernement. Par conséquent, la France doit sortir de sa dépendance aux énergies fossiles, peut-on lire encore, et réduire de 40% sa consommation d'énergie d'ici 2050. Cela suppose de transformer durablement nos habitudes et nos comportements, peut-on enfin découvrir sur le site du gouvernement. Alors voilà, comment ne pas se sentir visé par une telle exigence? Dans nos vies déjà plus que remplies d'injonctions et autres impératifs, comment redonner au fond toute sa place à la sobriété sans culpabiliser? La sobriété est-elle tout simplement synonyme de privation? Vaste réflexion que nous allons tenter de mener pour vous, chers auditeurs, avec mes trois invités du jour dans cette émission Quête de Sens, je vous le rappelle, sur Radio Notre-Dame et RCF. Bonjour Dominique Vian, bonjour, bienvenue. Bienvenue Bonjour. Dans cette émission. Vous êtes enseignant-chercheur en cognition entrepreneuriale à la Schema Business School, ça commence bien. Vous avez coécrit avec Quentin Toussard ici présent Effectual Impact, à partir de soi pour entreprendre de changer le monde à son échelle avec les méthodes effectuales. Alors ça paraît un peu barbare comme titre, mais on va justement voir à quel point c'est très simple finalement ce que votre démarche, messieurs, ce kit de survie en incertitude que l'on peut trouver sur Amazon tout simplement. Quentin Toussard, bonjour. Bienvenue. Vous êtes entrepreneur, vous, dans l'innovation numérique. Vous avez donc coécrit cet ouvrage. Une question, messieurs, qui vous tient à cœur, cette mission, la sobriété, cette mission de changer le monde dans le bon sens, sans pour autant culpabiliser. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que les détracteurs des changements climatiques et autres anti-environnementalistes, enfin les personnes qui sont un peu résistantes à toutes ces mesures gouvernementales, eh bien, vous êtes en train de, en tout cas, vous affirmez, vous assurez, notamment dans ce petit kit de survie, qu'au fond, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. Il faut prendre la question à l'envers. C'est un peu ça votre discours, messieurs. Qui veut s'exprimer en premier sur ce dilemme, parce que c'est quand même un dilemme. C'est-à-dire qu'on veut tous que la planète aille mieux. On veut tous faire preuve. Même le pape François nous y invite, évidemment. On va en parler, notamment dans la Laudato Si, mais pas seulement. La sobriété est une mesure, si je puis dire, aussi évangélique, mais on a quand même du mal, on sent qu'on se sent puni, visé, alors on n'a pas envie d'y aller, quoi, Monsieur Dominique. Alors, on peut commencer déjà en disant que la sobriété, il faut le définir. Donc la sobriété, c'est une sorte de désencombrement qui permet de s'ouvrir à autre chose. Donc c'est laisser la place à autre chose. Désencombrement. J'aime bien cette définition, se désencombrer. En tout cas, c'est une définition que je propose. Ouais. Et il se trouve que donc souvent la sobriété est vue sous l'angle punitif. Ben oui. Il y a beaucoup de réflexions actuellement sur la logique de privation et donc je pense qu'on peut effectivement le voir différemment sous l'angle de l'ouverture à autre chose et c'est donc en fait il y a un gain. On va voir lequel. Et on va voir lequel. En fait. Ouais, Quentin. Oui, alors on parlait de sa fameuse sobriété. On n'a pas envie, Jean Covici, il dit, on le cite, donc la sobriété, en gros, c'est je m'auto-inflige une limitation de ce que je consomme. Alors moi, ça commence pas très bien. Non, moi j'ai travaillé aussi à ma propre définition. Ouais. Moi, je dirais que c'est dépasser les pulsions qui privilégient des gains éphémères et immédiats pour privilégier l'efficience des gains stables à moyen et long terme. Alors, on reviendra là-dessus, mais en gros, effectivement, elle est liée aussi, cette définition, à l'étymologie de la sobriété, qui est l'inverse de l'ébriété, c'est-à-dire qui vient du latin sober, et je n'ai pas été beaucoup plus loin dans l'étymologie, mais en tout cas qui... L'ébriété qui nous fait penser à l'ivresse. À l'ivresse, voilà, aux addictions, etc. Donc on reste un peu dans une sémantique où... effectivement, on cherche des gains immédiats, la consommation, le plaisir, la satisfaction de ses besoins à court terme. Ouais. Voilà, et pour moi, c'est aussi lié à une peur du manque un peu primaire, liée à l'évolution de l'homme qui a vécu quand même pendant pas mal de temps dans un contexte de rareté. Et donc voilà, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça, on est bien d'accord. Nous sommes enfin en ligne avec Noémie Delva. Bonjour Noémie. Bonjour Noémie, bienvenue dans cette émission En Quête de Sens. Nous sommes ravis de vous recevoir Noémie. Est-ce que vous êtes avec nous pour commencer ?
Non, elle n'est pas avec nous. Écoutez, on va essayer de la joindre. Noémie, on l'a retrouvée, pardon. Noémie. La sobriété ne veut pas de nous. Noémie, oh là là, beaucoup de touches dans nos oreilles. Noémie, est-ce que tout va bien de votre côté ? Désolée, est-ce que là, ça va mieux ? Oui, ça va mieux, ça devrait fonctionner. Parfait. Alors, je précise que vous êtes bienvenue d'abord dans cette émission. Vous qui êtes autrice française diplômée en écologie et en développement durable, j'ai du mal aujourd'hui. Vous partagez depuis 2016 vos astuces, vos conseils et vos réflexions sur le fameux zéro déchet, dont on va parler aussi sur les réseaux sociaux. Et sur votre blog, on peut mentionner Naturellement Green. Vous avez également écrit 3 ouvrages autour de la diminution des déchets pour une meilleure consommation. On est bien dans notre thème. Publié tout ça chez Solar. Définition de la sobriété par Noémie Delva. Pourquoi est-elle autant associée à cette espèce de punition généralisée, collective, cette espèce d'injonction à faire un effort et on n'a pas envie d'y aller? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une définition que je peux vous donner qui soit très largement répandue, mais moi, ma manière de voir les choses, c'est on considère que la sobriété, ça va être une privation, simplement parce qu'on n'a pas la bonne lentille qui permet de voir les choses dans le sens positif. Et si on voit la sobriété de manière positive, simplement consommer moins de quelque chose, ce qu'on veut, de l'énergie, des vêtements, voilà, tout ce qu'on peut consommer trop. Et à la place, c'est avoir plus de. Donc pas forcément avoir dans le sens physique de posséder un objet, mais on va avoir plus de temps, on va avoir plus d'argent potentiellement, on va avoir plus d'expériences sympas qu'on pourra vivre. Et en fait, tout ça, ça permet de vraiment changer la manière de voir la sobriété et de passer de quelque chose qui est dans l'inconscient collectif, on va dire, assez négatif. Mais en fait, si on y réfléchit avec une lentille positive, c'est complètement différent. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est vraiment enviable. Ouais, c'est intéressant. Alors, Dominique, je voulais vous soumettre un extrait de Saint Marc, dans l'évangile de Saint Marc. Il appela les 12, donc Jésus appela les 12 et commença à les envoyer 2 par 2, leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur ordonna de ne rien prendre pour le voyage, ni pain, ni sac, ni argent dans leur bourse, mais seulement un bâton, de porter des sandales et de ne pas porter 2 tuniques. Il y a beaucoup de choses dans ce petit extrait, mais on voit à quel point nous sommes aujourd'hui, avec tout ce que nous avons et nous possédons dans nos armoires, et je suis concernée, bien sûr, ça nous paraît lunaire. C'est pôle Nord, pôle Sud, là. Avant d'arriver à avoir qu'une seule tunique, et même pas 2, moi j'en ai 1000, mais Dominique, il y a du boulot, là. C'est intéressant quand même, de voir que déjà à l'époque, déjà dans les textes, déjà au temps du Christ, c'était un sujet, la sobriété. En fait, je pense que ça nous montre qu'on peut faire plus avec ce que l'on a déjà, et même avec pas beaucoup, une seule tunique, on peut convertir des gens, puisque finalement c'était leur mission. Et donc, je pense que l'idée, c'est souvent, on passe du temps à rechercher ce que l'on n'a pas, et on valorise pas ce qu'on a. Et je pense que là, il y a quelque chose aussi à considérer. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas ? C'est quand même un sujet, ça aussi. C'est un vrai souci. Et on voit pas ce qu'on a. Et on voit pas ce qu'on a. On voit pas ce qu'on a et on voit pas les possibilités qui peuvent émerger de ce qu'on a. Les possibilités. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez dire par là, les possibilités ? Allons-y. C'est-à-dire que, en fait, si on regarde, puisque vous avez cité l'Évangile, dans l'Évangile, en fait, il y a quelques allusions à la sobriété, mais très très peu. On les trouve plutôt dans les textes de Saint Paul. Par contre, on trouve beaucoup plus de références à l'abondance. Par exemple, c'est plus explicitement oui, les références sont nombreuses. Il y a évidemment la multiplication des pains. C'est-à-dire on fait beaucoup avec peu. Les noces de Cana, etc. Les noces de Cana, il y a les lys des champs qui sont vêtus même comme Salomon ne l'était pas. Il y a énormément de références à cette problématique d'abondance. Et donc, ça veut dire que quelque part, si on considère la sobriété, non pas comme une perte, mais comme un gain, c'est que quelque part, il y a une ouverture à une abondance, mais qui n'est pas consumériste cette fois-ci, elle est d'une autre nature. Et donc, la question, c'est de voir et on va dire, de changer de regard, en quelque sorte, sur ce qu'on a, et peut-être d'arrêter, effectivement, de rechercher ce qu'on n'a pas. Quentin, vous partagez ce point de vue ? Oui. De se rendre compte de ce qu'on a, ça c'est vrai que
Ça nous semble terriblement difficile. Oui. Alors, moi, il y a plusieurs exemples qui peuvent être aussi des exemples personnels. En tant qu'entrepreneur, j'avais un exemple qui me venait sur le fait d'entreprendre en étant dans une logique, par exemple, d'aller chercher des levées de fonds, d'aller toujours chercher des financements extérieurs. Moi-même, j'ai entrepris comme ça. Ouais. Au départ, j'ai entrepris... J'avais l'excuse de la jeunesse, j'avais 22 ans. Je ne savais pas comment on faisait. mais en fait, voilà, aujourd'hui... travaille plus pareil. Je ne travaille plus du tout de la même façon. Je valorise beaucoup plus, effectivement, cette logique d'autofinancement. Comment, excusez-moi, mais comment ça se traduit? C'est intéressant de s'arrêter là. Comment ça se traduit d'un point de vue business? Ça se traduit qu'on va d'abord chercher un développement par rapport à la valeur qu'on apporte et du coup, comment cette valeur peut être monétisée en priorité, puisque effectivement, pour entreprendre un projet, il faut gagner de l'argent. Donc, dans la logique de levée de fonds, on dit à des investisseurs, donnez-moi beaucoup d'argent et je vais produire de la valeur qui va rapporter après. Dans une logique plus sobre, on va dire, on va justement, dans la logique effectuelle, potentiellement co-créer avec un client et faire cette promesse directement à quelqu'un en disant toi, donne-moi tout de suite. Juste ce qu'il faut. Voilà, donne-moi déjà, effectivement, participe à la création de cette valeur en me commandant mes produits tout de suite. Alors, c'est une logique aussi qu'on retrouve, par exemple, dans le financement participatif. Là, on n'est plus dans les Kickstarter, etc. On est déjà dans la précommande, on est déjà dans un modèle qui est plus sobre. Qui est pas juste, effectivement, de la levée de fonds ou de... Avec des tas d'intermédiaires où chacun se sert, etc. En plus, il y a tout ce circuit, en fait. C'est une espèce de paradigme qui est en train de changer, en fait. C'est ça que vous êtes en train de... Oui, là, en plus, on est dans du direct, donc ça veut dire que la valeur, elle est... C'est le circuit court du business, quoi, un peu. C'est une forme, on peut le voir comme ça. Noémie Delva, parce que c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que vous évoquiez le côté enfin si, pourtant c'est votre métier à tous les deux, messieurs, mais c'est vrai que ça se joue même dans le domaine de l'entreprise, du business pour être très large, mais du commerce et autres, même en finance, je suis persuadée qu'il y a effectivement des modèles. Oui. Notre vision, justement, elle est plutôt financière d'ailleurs. Non, j'allais dire, elle est large. Elle est large. Plutôt, on a, je pense, même un message assez universel, donc qui doit être compatible largement avec la partie Noémie écologique. Delva, alors je sais que c'est pas forcément votre partie, mais quand même, c'est intéressant ce point de vue, effectivement. Ça veut bien dire qu'il y a une démarche nécessaire, vitale presque aujourd'hui, dans un monde qui marche sur la tête, comme le disait une invitée il y a encore quelques jours sur un autre thème. Mais décidément, on voit bien que là, il faut changer, revenir les pieds sur terre, la tête tournée vers les étoiles et le soleil, mais pas l'inverse, quoi. Ne pas marcher sur la tête. Et peut-être est-ce une démarche qui nous y oblige, mais pour notre bien, au fond, Noémie, même si on s'en doute pas, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas lu encore le kit de survie ou votre site, Naturellement Green. Noémie, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Oui, en effet, comme vous disiez juste avant, c'est quelque chose qui va toucher tous les domaines de la vie, en fait. Donc, oui, ça va toucher l'entrepreneuriat, ça va toucher la finance. En fait, la sobriété, on peut la mettre absolument partout dans notre vie. Et c'est absolument nécessaire de la mettre de partout dans notre vie, justement, parce que, comme vous disiez, on marche sur la tête et que, en fait, on est parti tellement dans un extrême de surconsommation, surproduction, qu'il faut que tous les domaines de notre vie reviennent à quelque chose de plus sobre. Et du coup, oui, c'est quelque chose qui se fait dans notre vie quotidienne. On va jeter moins de choses, on va acheter moins de choses, mais ça marche aussi au travail, ça marche aussi dans notre engagement citoyen, donc dans la politique, ça marche avec nos amis autour de nous, dans notre cercle social, et dans nos activités, dans nos loisirs, je sais pas. Enfin, c'est vraiment chaque domaine de notre vie peut être repensé par le prisme de la sobriété, et c'est même plus que ça, c'est pas il peut, c'est il doit être repensé par ce prisme-là, si on veut vraiment arriver à quelque chose, quoi. Dominique, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'imagine pas à quel point elle peut irriguer l'ensemble de nos vies, de nos existences. Souvent, on la
La sobriété, on se dit oui, je vais faire du tri à la maison et puis ça sera bien, j'aurai fait mon geste sobre et puis pour le reste, je vais dépenser, aller aux quatre coins de la planète pendant les vacances, je vais pas faire attention à la consommation, je fais mon petit geste et puis voilà, c'est fait quoi. C'est justement le contraire de cette démarche qu'il faudrait qu'on entreprenne tous en fait. Alors exactement, et en fait, dans notre livre, on propose une astuce qui résout... Alors, qui est en fait une mécanique de discernement. Et donc, en fait, elle résout 2 problèmes. Le premier problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de possibilité de rentrer dans la sobriété si là, on n'en voit pas le gain. Ouais. Alors, et la question, c'est comment peut-on voir un gain à ce que l'on fait ? Eh bien, en fait, nous proposons d'interroger toute chose comme un moyen et non pas comme une fin. Alors, je vais m'expliquer, par exemple, avec un exemple, mais... si je prends par exemple la question de la santé, est-ce que je vois la santé comme une finalité ou est-ce que ma santé est le moyen de quelque chose ? Et donc ce questionnement m'amène en fait à m'interroger sur les conséquences. Et il se trouve que ces conséquences sont des enjeux. Donc ça veut dire que toute chose peut être envisagée dans la perspective d'un moyen. On peut même aller sur des problématiques qui sont plus de l'ordre de l'addiction. Par exemple, boire plus de 3 verres de vin, c'est le moyen de quoi ? Eh ben on verra vite que finalement, il n'y a pas grand-chose de désirable qui peut en sortir de ce moyen. En fait. Vrai. Et, ça sert à quoi, en fait, de boire plus de 3 verres, effectivement ça sert à quoi? Exactement, mais on pourrait dire la même chose, par exemple, d'une pratique de sport raisonnée versus une pratique excessive. C'est-à-dire que ce questionnement de toute chose en moyen... Pourquoi je fais les choses, en fait En fait, c'est pourquoi en 2 mots? Pourquoi en 2 mots? Quoi? Pas la cause. Quelle est la finalité? Quelle finalité? Et là, en l'occurrence, d'ailleurs, on trouve des traces chez Saint Ignace de ça. Par exemple, Saint Ignace est connu pour ses exercices spirituels. Alors, c'est pas récent, puisque ça date du 15e et du 16e siècle. Et on voit que, par exemple, il a une approche qui consiste à dire que peu importe qu'on ait la santé ou qu'on l'ait pas, peu importe qu'on vive vieux ou qu'on vive pas, et après, il dit, finalement, on n'a qu'une seule finalité. Il dit, il dit qu'on en a 3. Il dit qu'on a la finalité de louer, d'honorer et de servir. Alors, les chrétiens diront servir Dieu, mais en fait, les autres pourront dire servir la vie. Et donc, ça veut dire que quelque part, il propose déjà le fait de dire, même si quelque chose n'est pas, il devient une capacité. C'est-à-dire que si je n'ai pas la santé, finalement, c'est un moyen de voir la vie différemment. De pouvoir commencer à engager des réconciliations avec les gens avec qui j'ai besoin de me réconcilier. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'il y a cette mécanique fondamentale de bascule, d'une fin qui finalement devient addictive, parce que, par exemple, si on fait tout pour garder la santé, à un moment donné... quelque part, ça devient une finalité et on oublie la perspective du moyen. Eh bien, il y a trop de tout. Vous voyez, elle vous rejoint. Christelle Adams sur Radio Notre-Dame et RCF. À tout de suite. Je les accompagne des yeux. Ils sont seuls, rarement à 2. Et je me demande qui parle à qui. Ça ressemble à un balai de fourmis. Je trouve qu'on manque de tout dans ces villes où l'on trouve tout, sauf ce qui donne aux hommes un peu de lumière. Parfois je voudrais bien simplement prendre une main quand je vois quelqu'un qui me semble trop solitaire. Il y a trop de tout, il n'y a jamais rien. Il y a trop de tout, mais rien ne se donne. Il y a trop de tout, mais pas de partage. Il n'y a rien chez nous, c'est à l'autre étage. On s'enferme à double tour pour être aveugle et sourd à l'éclat des vérités. À le moindre échange,
Chaque église garde ses anges. Tous les anges. Chacun prie de son côté. Je trouve au monde tout. Dans ces villes où l'on trouve tout. Sauf ce qui donne aux hommes un peu de lumière. Parfois je voudrais bien simplement tendre une main. Quand je vois quelqu'un qui me semble trop solitaire. Il y a trop de tout, il n'y a jamais rien. Il y a trop de tout, mais rien ne se donne. Il y a trop de tout, mais pas partage. Il n'y a rien chez nous, c'est à l'autre étage. Ça me donne envie d'aller sur le toit du monde. Tout comme c'est fou dans les gens rient. Oh, réveiller la terre, la fureur d'enfants naïfs. Je crois qu'à force d'y croire, les choses arrivent. Oh, il y a trop de tout, il n'y a jamais rien. Il y a trop de tout, rien ne se donne. Il y a trop de tout, mais pas partage. Il n'y a rien chez nous, c'est à l'autre étage. Il y a trop de tout, il n'y a jamais rien. Il y a trop de tout, rien ne se donne. Voilà pour Christelle Adams, il y a trop de tout, c'est bien ce que confirment nos invités du jour, Dominique Vian et Quentin Toussard, co-auteurs de ce livre Partir de soi pour changer le monde à son échelle avec les méthodes effectuelles. Alors ce mot, encore une fois, ça peut paraître chinois, mais vu et éclairé par nos deux invités, ça l'est beaucoup moins. Voilà, kit de survie en incertitude en tout cas, ça on a bien compris de quoi il s'agissait. Merci messieurs d'être là. Vous êtes Quentin est entrepreneur dans l'innovation numérique et Dominique Vian, enseignant-chercheur en cognition entrepreneuriale. Et Noémie Delva est en ligne avec nous, autrice et qui est auteure de ce blog Naturellement Green, qui a également écrit 3 ouvrages autour de la diminution des déchets aux éditions Solar. Alors j'aimerais bien vous soumettre, Noémie, effectivement là où on aborde quasiment la dimension philosophique de la sobriété. C'est assez intéressant d'avoir évoqué Dominique Vian. Voilà ce que disait il y a quelque temps le pape, mais il le répète, il le répétera encore. La sobriété n'est-elle, dit-il, qu'un comportement que l'on peut inculquer d'autant plus difficilement que la société définit le bonheur en termes de confort, de bien-être et de consommation. Quadrature du cercle à force de consommation. Le consumérisme finit par consumer l'homme et son environnement. Sauf que ça, quand on consomme, on ne s'en rend pas compte, évidemment, Noémie Delva. C'est vrai qu'il faut avoir la prise de conscience nécessaire pour se dire, ok, là, peut-être, c'est un peu trop, je vais pouvoir revoir mes habitudes. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est un cap qu'il faut réussir à passer. Et c'est assez compliqué de le passer parce que ça remet en question l'intégralité de notre vie, à peu près. Et c'est très désagréable. Donc, c'est quelque chose qu'on s'évite inconsciemment. Et peut y avoir des déclics comme ça qui viennent d'un coup. Et ça change tout. Et là, c'est très bien. Mais sinon, c'est beaucoup justement de réflexion sur qu'est-ce que j'y perds, qu'est-ce que j'y gagne. Est-ce que justement, ça va me faire perdre du confort ou pas? Et moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est l'inverse. En fait, une fois que on est vraiment dans un mode de vie sobre, on se rend compte qu'on gagne énormément de confort. Alors, il y a des choses qui vont nous demander peut-être plus de temps, plus d'énergie. Du confort en quoi, Noémie, par exemple? Par exemple, dans la gestion des finances, on va consommer moins, donc on va être plus à l'aise pour gérer nos finances et pouvoir peut-être s'accorder un petit plaisir de temps en temps, toujours de manière sobre, évidemment. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui... Oui, le confort, il vient en fait grâce à la sobriété,
parce que on va avoir peut-être moins d'objets chez nous, donc on va avoir moins de gros rangements et de gros ménages à faire. Ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Ça peut être, on va beaucoup moins organiser des immenses voyages à l'autre bout du monde qui vont complètement nous épuiser. Et quand on reviendra, on va mettre 2-3 semaines à s'en remettre parce que le décalage horaire, parce que voilà. Le changement de vie est trop violent, j'ai envie de dire. Si on préfère les petits week-ends pas très loin de chez soi, ce qui est beaucoup plus sobre, ça nous permet aussi d'avoir un confort de vie, ce retour à la réalité qui est beaucoup moins difficile à gérer. Il y a en fait sur chaque petite action plus sobre qu'on peut faire, je dis petite action, mais ça peut être aussi des grosses actions. Chaque chose qu'on fait va finalement changer notre vie. Et je trouve que ça peut vraiment nous rapporter ce confort-là. Ouais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une question de lentilles qu'on utilise pour voir les choses. Actuellement, oui, on a le confort de, je sais pas, j'ai plus vraiment assez de... là, il y a l'hiver qui arrive. J'ai plus vraiment assez de pulls pour cet hiver, ou en tout cas, ils me plaisent pas vraiment. Bon, je vais aller en racheter. Ouais. Et en fait, on peut simplement aller regarder dans nos placards, faire un tri, donner ou revendre ce qu'on veut plus, potentiellement aller acheter d'occasion si vraiment il y a un besoin, ce qui n'est pas toujours le cas. Et voilà, c'est des petites choses comme ça qui, finalement, la perte de confort, elle va être vraiment juste au tout début, au moment de la prise de conscience, où là, il va falloir modifier toute sa vie. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas une très bonne solution de le faire d'un coup. Il vaut mieux éviter et le faire petit pas par petit pas. Ouais. Et voilà, l'inconfort, il sera à ce moment-là, au moment de la prise de conscience. Mais finalement, quand on le vit au quotidien, ce n'est pas particulièrement inconfortable. C'est même plutôt l'inverse. Alors, Massy Noémie, effectivement, Quentin, je vais mettre les pieds dans le plat, pardonnez-moi, mais j'entends frémir les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, qui se disent « Non, mais attendez, moi, j'aime aller en Thaïlande tous les ans, j'aime voyager, aller dans un pays différent tous les ans, visiter le monde, la planète. » Qu'est-ce qu'ils ont à me dire, là, dans cette émission, qu'il faut voyager à 2 heures de chez soi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quentin, tout ça, en fait, c'est pour ça que la prise de conscience raisonnable et consciente est cruciale, en fait, avant de prendre des décisions. Il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas raisonner comme ça, finalement. C'est vrai que c'est un peu limitant, quoi, un peu contraignant. C'est vrai que cette injonction à dire déjà consomme moins ou fait... le coup du pull, à la limite, ça passe, mais... Voilà, mais puis on n'aime pas qu'on nous dise en général quoi faire, alors que si on en prend conscience, si on l'expérimente par soi-même, là, on va aller vers une forme de sagesse, finalement, qui va nous dire non, c'est pas possible, effectivement, je ne peux pas faire ça. Vous avez tous les deux vécu cette espèce de, pas de transfiguration, de changement, de conversion, finalement, alors, les enfants ont bien aidé aussi à partir en vacances moins loin pour moi, parce que j'ai des enfants bas âge, donc prendre l'avion, tout ça, c'est quand même... Ouais, on est d'accord. Je partage. ça, c'est une bonne... ça aide. Ouais. Mais même sur l'exemple du sport, on parlait de la santé. Ouais. On peut dire c'est le moyen de quoi. Moi, personnellement... Alors, c'est un exemple intéressant, parce que moi, personnellement, j'ai un dos qui est assez abîmé. Et si on regarde effectivement la compréhension, si on raisonne de manière traditionnelle, on va se dire pourquoi j'ai ça? Alors j'ai une maladie de croissance, etc. En fait, ça ne m'apporte pas grand-chose. Alors que je peux me dire, tiens, le sport, c'est un moyen de corriger les effets de ça, d'avoir mal au dos, etc. Mais le sport, si on tombe dans la dépendance un peu inverse, il y a d'autres effets. C'est-à-dire, effectivement, ça va me rendre plutôt athlétique. Et si je tombe trop dans ce travers-là, je vais tomber dans ce qu'on appelle un peu la bigorexie. Donc, je vais ne voir que ça et m'entraîner que pour ça. Le sport, ça me permet d'avoir plus d'endurance. Et on voit qu'il y en a qui font des courses après jusqu'à des centaines de kilomètres, jusqu'à l'épuisement ou jusqu'à la mort. Il y en a qui finissent à l'hôpital. Donc, il faut questionner effectivement ce nouveau moyen. Voilà, il est le moyen de quoi? Il faut régulièrement aussi le re-questionner. Et se dire, OK, oui, c'est le moyen de rester en bonne santé. C'est peut-être ça, aussi... c'est OK, mais... Voilà, c'est aussi... Faut trop d'infos, quoi. Voilà, et c'est important d'aller regarder ça. Juste, ça me fait aussi penser à moi, j'ai fait des études de biochimie. Donc, on est quand même pas mal contrôlé par nos hormones, les hommes, les femmes.
pour différentes parties, mais on peut comparer ça aussi à l'analogie de passer du circuit de la dopamine au circuit de la sérotonine. La dopamine, c'est ce qui procure le plaisir immédiat. Effectivement, le scroll, la consommation, tous ces trucs, mais qui ne s'arrêtent jamais, en fait, qui s'empire. Au circuit de la sérotonine, qui va plutôt, effectivement, donner quelque chose de plus stable et qui va plutôt nous amener vers la voie, entre guillemets, du bonheur, donc de passer du plaisir au bonheur, quoi. Voilà. Alors, ça se fait pas comme ça en 2 secondes, mais... Non, ça se fait par justement schéma. Cette prise de conscience et cette expérience. Quelque chose de plus paisible aussi. Hein. Oui, ce qui dit sérotonine dit sommeil, dit quelque chose de plus... équilibre. Ancré et équilibré. Stable et effectivement, on est plus dans la notion d'une forme de sagesse. Ouais. Je vois que Dominique Vian écrit prend des notes. Non, je réfléchissais, en me disant que par rapport au point qu'on soulevait tout à l'heure, en disant qu'on pouvait effectivement interroger toute chose comme un moyen et non pas comme une fin, on peut même aussi s'interroger sur nos désirs sont le moyen de quoi ? C'est-à-dire qu'on est dans une émission qui s'appelle Enquête de sens. C'est intéressant parce que finalement le sens, il est du côté des effets et rarement des causes. Les effets ? Oui, des conséquences. C'est-à-dire c'est le pourquoi en 2 mots on fait la chose. Pourquoi une chose existe, donc ça c'est la causalité, c'est souvent dans le passé, mais le sens il est à découvrir et il est dans un futur immédiat, il est dans un présent, on pourrait presque dire, il est dans un présent, un futur immédiat. Et donc on peut s'interroger en disant mais finalement ce voyage en Thaïlande, qui est mon désir, c'est le moyen de quoi ? C'est-à-dire que qu'est-ce que je vais vivre ? Alors il n'y a pas de réponse toute faite, puisque ça dépendra de l'individu. Chaque individu pourra avoir une réponse différente sur peut-être avoir un temps en famille spécifique après un traumatisme, un accident, je ne sais pas quoi, donc où il y a besoin de restauration. Donc il n'y a pas de réponse toute faite, mais de fait, on peut aussi interroger nos désirs. Spirituelle, je ne sais pas. Exactement. Ça peut être beaucoup de... Mais vraiment, photos sur Instagram. Il y a cette... Cumuler des miles, être sur Insta. Alors c'est purement cognitif, c'est purement une réflexion, mais en tout cas cette étape de discernement qui interroge la finalité possible de toute chose, en fait, ce qu'on appelle l'effet, c'est cette fameuse... y compris nos désirs, est porteuse de sens. Sauf que le monde va à toute vitesse et que, en fait, là, ce que vous invitez à faire, c'est à s'interroger et à se poser sur un petit peu chacune de nos actions d'abord au quotidien. Ça, c'est très ignatien, mais c'est vrai que c'est d'autant plus d'actualité et d'autant plus important de le faire, ce grand travail, ce chantier, même peut-on dire, un cheminement intérieur vers une espèce de sobriété, nettoyage, quoi, au fond de tout ce qui nous encombre. Vous l'avez dit au début, c'est un désencombrement. J'ai bien aimé cette espèce de définition parce que on voit bien à quel point, vous voyez, à l'heure où on parle de la dépression généralisée, les jeunes sont de plus en plus tôt touchés par des phénomènes de dépression. Plus on a, plus souvent, plus on déprime, on désillusionne assez vite. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, effectivement, va de travers quand tout ça... C'est vrai, ça, ce que tout à fait. Alors, Dominique. Il y a la citation, on parlait de Laudato Si. Je vais la lire, elle est un peu longue, mais elle résume bien ce qu'on dit. La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Waouh. C'est une belle. C'est magnifique. Ouais. Et c'est pas du tout. Enfin, en plus. Et c'est pas du tout effectivement privatif. C'est ça que vous vouliez dire. Et c'est pas en plus. Enfin, pour moi, par mes convictions, je reste un peu agnostique, donc vous avez le droit. J'ai le droit de rester là. Mais en même temps, j'ai cité le pape parce que je trouve qu'elle est une belle synthèse de ce qu'on dit. Et vous voyez, quand il dit justement que alors, si tu justement fais preuve de cette espèce de sobriété de vie, alors tu sauras. Moi, je vais transformer même jouir par savourer les choses au fond. On sait plus savourer maintenant. En fait, on attrape, on possède, on va vite, on clique. Et c'est tout, quoi. Mais finalement, on se remplit, on achète. Enfin, tout est assez irréfléchi, au fond.
je vous propose de continuer cette conversation, si vous le permettez, juste après. José González, Heartbeats, à tout de suite. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away. Both under influence, we had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for me now? One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for me now? To call for hands of above, to lean on. Would it be good enough? And you knew the hand of the devil, and you kept us awake with false teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for me now? To call for hands of above, to lean on. Would it be good enough? De la douceur dans cette émission Radio Notre-Dame sur Radio Notre-Dame et RCF. Il y a trop de tout et surtout Heartbeats, José González. À l'heure où la sobriété est bien souvent vue comme un synonyme de privation, eh bien on voit que non. Depuis le début de cette émission, on voit qu'on a grand tort de la priver de son sens noble, de lui redonner ses lettres de noblesse en quelque sorte, cette désencombrement. Voilà, Dominique Vian et Quentin Toussard sont avec nous, auteurs de ce petit ouvrage, ce petit kit de survie en incertitude, partir de soi pour changer le monde à son échelle avec les méthodes effectuales, voilà, qu'on peut retrouver sur Amazon. Et puis Noémie Delva qui est également avec nous, elle qui est l'auteur du blog Naturellement Green, qui est diplômée en écologie et en développement durable. Alors moi j'avais quand même une question pour vous Quentin, pour vous Dominique Vian, pardon. Pourquoi en incertitude ? Pourquoi vous dites kit de survie en incertitude ? Pourquoi ? En fait, on est dans un monde où en fait l'incertitude est omniprésente. Elle a toujours été, non ? Elle l'a toujours été, mais en tout cas elle est perçue. Elle n'a pas toujours été perçue. Voilà. Et donc ça veut dire que quelque part on ne raisonne pas dans des situations certaines comme on raisonne dans des situations incertaines. Et notamment dans le problème des situations incertaines, c'est la difficulté de prédire. Puisque par nature, si c'est incertain, on ne sait pas prédire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant quand on ne sait pas prédire ? Eh bien, c'est regarder ce qu'on a et voir ce qu'on peut faire avec. Parce que ce qu'on a, c'est certain. Et c'est donc vraiment cette logique moyen-effet qui est effectivement une logique d'action, d'incertitude. Et tout à l'heure, on parlait de rechercher les moyens qu'on n'a pas, au lieu de valoriser les moyens qu'on a. Ouais. Alors, l'exemple, on peut prendre un exemple très simple, c'est l'exemple dans la cuisine. C'est-à-dire que vous avez 2 manières de faire la cuisine. Soit vous voulez faire un plat, et auquel cas, vous êtes à peu près certain de ne pas avoir les ingrédients, donc il faut aller les acheter. Voilà. Et par contre, si vous ouvrez votre frigo et si vous regardez ce que vous avez sur les étagères,
il y a tout un tas de moyens et des effets sont possibles à partir de là. Donc ça, alors c'est la métaphore évidemment du frigo. Et vous racontez et qu'il y avait puis- même une expérience qui avait été faite, c'est assez intéressant. Chacun Oui. a apporté allez-y, racontez à nos Oui, auditeurs. alors ça, c'est une expérience justement de découverte de nos capacités en incertitude et de la possibilité d'agir quand on est vraiment, on va dire, perplexe sur ce qu'on peut faire. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle le repas effectuel. Alors ça, c'est une expérience que je fais avec des étudiants, que Quentin fait aussi d'ailleurs, et qu'on fait aussi avec des fois des entrepreneurs, Ouais. voire même des élus. Waouh. Et en fait, le principe, c'est d'arriver. On demande à chacun d'arriver avec un ingrédient, mais c'est pas concerté. C'est-à-dire qu'il D'accord. y en a un qui va arriver avec un kilo de carottes et l'autre qui va arriver avec un paquet de pâtes ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Et on met tout sur la table. Et la première réaction, c'est que comme en fait, il va falloir faire quelque chose à manger, c'est presque pour certains, pas pour tous, mais presque une réaction de panique en disant mais il va pas y avoir assez. Et l'expérience montre que c'est l'abondance, c'est-à-dire que les gens vont se mettre en fait à l'œuvre en fait pour créer quelque chose. Pour créer quelque chose, voir que on peut associer tel ingrédient avec tel autre, que on peut même faire plusieurs associations. Et quand on est sur la confiance dans la compétence, parce qu'en fait, des gens compétents sur la cuisine, c'est assez facile à trouver quand même. Tout le monde quand même. Tout le monde ne sait pas Connaît cuisiner, un mais petit quelque chose, même Voilà. cuire des œufs. et Ouais. quand on est dans la confiance en l'autre, en fait, dès lors qu'il y a confiance en la compétence et confiance en l'autre, et ben en fait, il y a des miracles qui s'opèrent. C'est-à-dire que d'abord, c'est extrêmement bon. C'est une expérience que j'ai dû faire. C'est étonnant, cette expérience. Peut-être une vingtaine de fois. On l'a même fait avec 700 étudiants. Waouh. Bah, et donc, le menu on devait aurait être dû copieux. passer au Guinness pour cette expérience. Mais c'est juste de dire que ça foire jamais. Waouh. Et ça, c'est un hommage à l'imperfection aussi, ce que vous êtes en train de nous dire. En tout cas, c'est une espèce de... Comment peut-on dire c'est un peu... ça illustre en tout cas à quel point, à l'ère de la perfection et la performance à tout craint, finalement, avec des choses incertaines, voilà, un ingrédient mystère, voilà, même apporté par 700 personnes, et ben c'est là où la magie opère. Mais c'est difficile de se câbler. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est complètement à l'encontre du mainstream, enfin voilà, de nos mentalités, quoi. C'est étonnant, hein. C'est étonnant ce que vous racontez tous les deux. Disons que c'est une expérience qui ne se limite pas à cette seule expérience d'une expérience où on fait la cuisine et on mange. Mais en fait, ça peut être généralisé c'est pour ça que je dis qu'effectivement, plein de choses relatives à la société, sur des résolutions de problèmes. C'est pas les problèmes qui manquent, hein. Ouais. Mais dès lors qu'on met des gens ensemble et qui s'auto-organisent, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de leur dicter « tu dois faire ça ». L'organisation émerge naturellement. Là aussi, il y a beaucoup à dire par rapport à la politique avec la verticale, où tout doit être décidé. Mais donc, on va vous embaucher pour venir participer à des émissions business, cher ami, parce que vous en avez des choses à dire. Nous dévions gentiment, mais c'est tellement c'est-à-dire qu'il y a les dimensions business, mais il y a aussi les dimensions très humaines. C'est-à-dire que quelque part, c'est des choses qui sont applicables au niveau de l'individu. Ouais. Même sinon, en famille, c'est pas intéressant. En famille, finalement. tout à fait. Quentin, vous l'avez fait aussi, cette expérience? Oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc ces principes qui sont ces principes d'effectuation. Là, c'est ce premier principe qui est faire avec ce qu'on a. Il y a 5 principes, hein, on ne va pas rentrer dans le détail de chacun, mais il y a un autre principe, on l'a vu, le troisième principe qui est un peu ce principe de co-création, d'engager des parties prenantes. Et il y a un principe qui est aussi important, c'est le deuxième qui s'appelle le principe de perte acceptable. Parce que, effectivement, le principe de perte acceptable, c'est dans un monde incertain, où on ne sait pas ce qu'on va avoir à la fin, on ne sait pas quel va être le gain, et ben on mise sur ce qu'on est prêt à perdre. Donc là, en l'occurrence... On l'a pas encore perdu, mais on est prêt à le perdre. On est prêt à le perdre. Là, en l'occurrence, dans le repas effectuel, ça veut dire effectivement être prêt à se dire, au pire, je mange pas ce midi, j'irai chercher un sandwich. Mais et une fois qu'on s'est dit ça, qu'on dépasse aussi ses peurs, on peut s'ouvrir effectivement à des choses inconnues. Et
Moi, j'avais un C'est exemple le fait de se personnel. dire ce n'est Oui. pas grave, c'est ça? En fait, c'est n'est pas. pas Alors, grave. c'est très subjectif et c'est très personnel. C'est dire je suis prêt à perdre ça. Allez-y, racontez votre exemple. Alors, ça peut être juste, oui, Ouais. ça peut être, pour me lancer mon entreprise, je suis prêt à perdre 6 mois, 5 000 euros. Et l'exemple personnel, moi, c'était une prise de conscience aussi. J'étais au CJD, au Centre des jeunes dirigeants, et il y avait une conférence sur la santé des entrepreneurs à l'hôpital américain. Et ils expliquaient, alors moi, je faisais pas beaucoup de sport, enfin, j'étais pas forcément au top de la partie Décidément, soin de soi. on l'a bien Mais bon. compris. Ouais. Bref. Mais maintenant, je suis au top. Ah, maintenant vous êtes au top, rassurez-nous. Et, Vous ne l'étiez pas, et donc Et donc, il disait, à partir de 20 minutes d'effort intensif par semaine, on a un gain vraiment significatif. Et je me suis dit, bah, je l'ai pris comme une perte acceptable. Est-ce que j'accepte de perdre 20 minutes par semaine et entre guillemets, de m'embêter ou de rester Me poli, contraindre, ouais. de me contraindre à faire ça pour le gain? Et je me suis dit, OK. Et j'ai démarré par ça. Ma perte acceptable, c'était 20 minutes par semaine à faire du rameur. Voilà. Et puis petit à petit, aujourd'hui, je fais du sport tous les jours, 1 heure par jour, mais je l'ai fait sur des années. C'est ça aussi qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas voilà, la perte acceptable. Bah, là, Faut du sport 1 heure par jour. Ouais. Bravo. Mais voilà, ça s'est fait sur peut-être 10 ans. Pareil sur le fait de manger moins de viande. Ça demande un effort au départ, en fait. Et puis, mais cet effort, il n'est pas forcément élevé au départ. Et il doit être conscientisé comme voilà, et se dire est-ce que c'est acceptable pour moi? Ouais. Voilà, c'est une Commencer perte acceptable. petit, hein, aussi. C'est ça, mais consciemment. Oui, je suis prêt à perdre ça. Et pourquoi? Et ben pourquoi mais ça, Non, on mais saura- et Oui, pourquoi? et voilà, et pourquoi en deux mots. Et Pourquoi en pourquoi 2 mots, ouais. et ensuite ça va se dévoiler parce qu'effectivement aujourd'hui les gains entre faire 20 minutes de sport même par jour de l'époque et de faire du sport tous les jours, ils sont différents. Oui. Et c'est mon médecin généraliste qui me rappelait il y a quelques jours, parce que j'étais allé le voir, parce que je fais un peu mal au dos quand même en faisant du sport tous les jours, des fois on se fait un peu mal. Et il disait, on a aussi des métiers stressants, on parlait de cet équilibre, il disait il faut dépenser aussi, on revient sur les hormones, il faut dépenser le cortisol produit par tout le stress, tous les stressants ambiant, tous les jours, alors, pas en compulsivité d'achat, etc., mais justement en faisant du sport. Non, mais en faisant faire du sport à la mesure de notre stress, quoi. Donc là, je sais pas si mais vous voyez, donc c'est vraiment cet équilibre. On a du stress qui est créé d'un côté, on vient le consommer de l'autre côté, donc c'est encore un effet du sport. Là, on a dit, voilà, ça, c'est bon pour le dos, c'est bon pour le stress, c'est bon pour ça, mais attention. Noémie, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure sur l'équilibre, c'est ce que dit surtout le pape François aussi, hein, quand il parle non pas de choses austères ou de côté, le côté effectivement privatif, voilà, qui peut être très contraignant, même si j'ai pas trop vu le mot contrainte dans son livre, mais dans l'un de ses écrits, notamment le Dotatie, je crois pas qu'il y ait le mot contraignant, mais en fait, c'est l'équilibre qu'il faut chercher à ce moment-là. C'est quelque chose de sain, quoi, finalement. Et ça y est, déjà, Noémie Delva. Alors oui, et surtout, c'est quelque chose qui est dans la mesure du faisable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, se déséquilibrent complètement en essayant de se lancer à fond. Ça y est, on découvre que on peut, je sais pas, faire ses pâtes soi-même à la maison au lieu d'acheter au supermarché du coin. Et tout de suite, on se dit, ok, bah c'est peut-être un peu plus sobre de le faire comme ça. Et bah j'y vais, je fais toutes mes pâtes. Du jour au lendemain, je fais tout moi-même. Et en fait, c'est beaucoup trop. Et du coup, ça déséquilibre complètement les habitudes de vie qu'on a, en fait. Et c'est pour ça que moi, vraiment, une des choses que je répète tout le temps quand je parle de ces questions-là, de sobriété et de réduction des déchets et de changement de notre vie, c'est vraiment, il faut le faire pas à pas et surtout en fonction de notre contexte personnel. Et ça, c'est hyper important parce que mon contexte personnel à moi, qui habite en ville, par exemple, ne va pas du tout être le même contexte que quelqu'un qui habite au fin fond de la campagne. De la même manière, quelqu'un qui touche plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois ne va pas du tout avoir le même contexte que quelqu'un qui a des revenus en dessous du seuil de pauvreté. Et du coup, les contextes sont tellement différents que les gestes qu'on peut faire, le temps et l'énergie qu'on a et qu'on peut y dédier sont aussi complètement différents. Et si on part du principe que tout le monde doit fonctionner de la même manière, bah, il y en a pour qui l'équilibre va fonctionner parce que ils sont pile dans la moyenne, donc c'est parfait pour eux. Mais tous les autres qui sont au-dessus ou en dessous de cette moyenne,
eux, ça les déséquilibre complètement. Et là, pour le coup, on rentre dans quelque chose qui va créer de la contrainte sans apporter du confort en même temps. Et alors là, c'est pas du tout viable. Je vais vous poser une question assez intéressante. Merci Noémie, effectivement, pour votre analyse. Dominique Vian. Le tri, par exemple. Finalement, on ne voit pas les effets directs du tri quand on fait... Voilà, on nous demande de faire du tri. Bon, les emballages, etc., matière organique, verre... Là, vous avez encore là aussi, hein, bon, je suis là pour en parler, de ces personnes qui pensent encore que on peut mettre du verre encore dans les poubelles parce que finalement, ils vous disent que derrière, finalement, le tri se fait naturellement. Enfin bref, j'en sais rien ce qu'ils peuvent dire, mais voilà, il y a des gens qui s'en fichent un peu encore en disant mais de toute façon, ça sert à rien. Voilà. C'est vrai qu'on voit pas l'effet tout de suite, et c'est surtout que c'est pas de notre, c'est un geste là pour le coup presque aveuglément généreux avec la planète, mais d'une certaine façon, qui nous le prouve, vous voyez, directement. Comment vous situez-vous par rapport à, par exemple, cette question du tri sélectif, qui est basique et qui nous concerne tous. Très la question, c'est qu'on n'est pas obligé de voir les choses sous l'angle macro. Alors, il y a des gens qui sont là pour ça, pour dire qu'effectivement, une société qui trie, c'est mieux parce que c'est plus de récupération. Ouais. Mais en fait, c'est aussi de questionner sur... moi, par exemple, quand je pratique le tri, ou quand je ramasse, parce que j'habite au bord d'une forêt, que je ramasse les papiers sales. Ouais. Parce que bravo. Voilà. Et ben, en fait, j'y trouve du sens à le faire. Et en fait, même du plaisir, parce que je trouve que la forêt, elle est plus belle après quand elle est propre que quand on laisse des papiers partout. Ouais. Donc moi je le fais pour... je pense qu'on peut faire aussi les choses pour son propre bien-être, c'est-à-dire que sans voir toujours les grands phénomènes macro, parce que de fait après par la macro on a des chiffres, mais on est un peu abasourdi par alors que quelque part rien que trier ou je vous dis faire en sorte que son coin de jardin, ou en tout cas, jardin c'est privatif, mais en tout cas ce qui est à l'extérieur de ma propriété, comment je peux participer. En fait, c'est la notion du service, c'est-à-dire que c'est comment je peux servir la vie, quoi. Tout simplement. Je crois que c'est le bon mot de la fin. Merci les amis, merci Dominique Vian, merci Quentin Toussard. Je rappelle votre kit de survie en incertitude à découvrir sur Amazon, Partir de soi pour changer le monde à son échelle, des tas d'astuces avec les méthodes effectuelles et j'allais dire philosophiques d'une certaine façon. Noémie Delva, merci également. Vous et votre blog Naturellement Green, merci. Et vos ouvrages chez Solar, diminuons nos déchets. Merci les amis et puis très bon week-end à tous. Merci.